Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Timothée. Comment ça va, Timothée? Salut JB, salut les goats, ça va très bien et donc je te laisse expliquer le sujet du jour. Eh ben, le sujet du jour, c'est les coureurs qui doivent confirmer. On a fait les 10 coureurs à suivre la dernière fois. Si vous l'avez pas vu, allez la voir avant, c'est beaucoup plus urgent. Et maintenant, on passe aux coureurs qui doivent confirmer. Je te laisse commencer avec le premier qui a été transféré en plus. Alors oui, il a été transféré, il vient de rejoindre, enfin il vient de rejoindre, maintenant il y a déjà 2 mois, et il vient de rejoindre la Red Bull Power Group. On va parler de Laurens Pitty. Donc Laurens Pitty, un coureur qu'on a un peu découvert la saison dernière, hein, et qui a été très impressionnant en début de saison. Après, on l'a un petit peu moins vu sur la fin de saison, mais avec notamment des très bons résultats au sprint, mais aussi des très bons résultats en classique. Par exemple, en classique, il aura gagné la Cadet Ocean Road Race. Il fait également septième de Paris-Roubaix. Si je ne me trompe pas, il s'était aussi bien montré sur des classiques un peu pavés, du style à travers la Flandre, même s'il n'a pas des résultats notables, et avec donc de nombreuses bonnes places sur des sprints. Donc après, voilà, c'est comme on l'a dit, c'est un coureur qu'on a moins vu sur le reste de la saison. Donc on attend un peu qu'il confirme, mais ça peut vraiment être une très bonne carte pour la Bora. Ouais, c'est un mec qui était avec Kung, un peu la tête d'affiche de FDJ pour les classiques pavés, qui avait été très très performant et qui a été recruté par Bora, comme tu as dit. Donc voilà, Bora qui a fait un mercato XXL, donc on a essayé de pas mettre trop de Bora dans dans la vidéo, comme pour les coureurs à suivre. Mais en tout cas, Pity, on attend de voir avec impatience. En plus, du coup, très apprécié en France, vu qu'il était à la FDJ. Ensuite, le neuvième, puisqu'on fait quand même un petit classement, le neuvième, on a choisi d'aller sur Richie Tello, le petit grimpeur de la Israël Première Tech. Donc, il a 23 ans, donc il est encore super jeune. Est-ce que c'est un prétendant sérieux pour les classements généraux, au moins sur les CPE d'une semaine, peut-être même sur les grands tours? C'est la question qu'on se pose. Il avait fait notamment un très gros Tour de Suisse l'an dernier. C'est pour certains là que vous l'avez découvert. Moi, c'est un coureur que j'aime bien depuis le début. J'ai pas mal d'affect avec ce coureur, juste son style sur le vélo et tout. Donc, j'étais content de le voir performer là-bas. Après, sur le reste de la saison, c'était pas extraordinaire, hein. Vous voyez sur le visu, on a listé un petit peu les performances. L'objectif cette saison, c'est donc de gagner et peut-être même, enfin, de répliquer ce qu'il a fait sur le Tour de Suisse et peut-être même d'aller sur un grand tour et d'aller chercher un top 10 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Je pense que cette saison, faut pas en attendre trop de lui. Ce sera un peu une nouvelle saison. Il va prendre de l'expérience. Ce serait même, je pense, pas étonnant de le voir aller sur un grand tour où il n'aura pas du tout un rôle de leader, mais où on le verrait essayer d'accompagner les leaders en montagne, comme un Derek Guy, par exemple, sur, je sais pas, un Giro ou quelque chose comme ça, et de pouvoir jouer sa carte sur les étapes un peu de montagne. Donc, je pense que oui, c'est pas moi, je m'attends pas à le voir beaucoup directement cette saison, mais ouais, peut-être commencer à avoir sa carte en 2026 ou en 2027, ça pourrait être intéressant. Et donc, on va tout de suite pouvoir enchaîner sur le huitième coureur, hein. Donc, c'est un coureur portugais de la UAE. On parle de Antonio Morgado. Antonio Morgado, on a déjà beaucoup parlé de lui sur cette début de saison 2025. Mais si on s'intéresse à 2024, c'était déjà un coureur. Alors, il était dans l'équipe World Team de UAE, mais il faut quand même noter qu'il a quand même fait quelques courses espoirs. Si je ne me trompe pas, il a participé à la course de la paix en 2023 chez les espoirs, hein. Mais malgré ça, il fait quand même des bons résultats avec la World Team, parce que donc il est champion de Portugal de chrono. Et il a également quelques victoires, par exemple sur le Tour des Asturies, si je prononce bien. Il fait aussi le Giro della Romagna qui gagne, mais surtout un de ses très très gros résultats, c'est il fait cinquième du Tour des Flandres. Donc pour une première saison en World Team, c'est quand même vraiment une performance exceptionnelle de sa part. Ouais, bah c'est le Ronde, c'est son moment phare de la saison. Le reste, c'est un peu plus secondaire. En plus, je crois que c'était sa première participation. Je crois, je suis quasiment sûr d'ailleurs. Et les mecs qui font top 5 sur leur première participation au Ronde, il y en a pas beaucoup. Je crois que dans les dernières années, il y a eu que Van Der Poel qui a fait ça.
Donc, euh, donc voilà, ça montre, ça classe le bonhomme. Et comme tu as dit, plutôt bon début de saison, donc va falloir le suivre de très près. Tout comme le premier coureur français de stop, qui donc est Axel Laurence, qui est un coureur que j'apprécie beaucoup, qui lui aussi a été transféré, puisqu'on le retrouve du côté de Ineos. J'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, j'attends énormément de lui. Au moins de confirmer, mais même plus qu'un coureur à confirmer, je pense que c'est un coureur qui doit encore progresser, qui doit encore passer un cap. Là, il arrive dans une équipe Ineos qui va lui laisser champ libre sur pas mal de profils. Et je pense qu'il doit saisir cette chance et montrer que c'est un super coureur, quoi. Euh, L'an dernier, c'était 4 victoires, pas forcément les trucs les plus marquants. Je me souviens surtout de sa victoire à Bessèges où il bat Pedersen. Il me semble que c'était Bessèges, je suis pas hyper sûr, mais en tout cas, il avait battu Pedersen en début de saison, donc c'était costaud. Et puis il avait gagné en retour sur le Tour de Catalogne. Donc voilà, une grosse saison. Il a que 23 ans, comme l'a mis Hippo dans le visu. Est-ce que c'est la saison de l'explosion? Bah, en tout cas, moi je l'espère. Et du coup, suivez-le avec attention. Je te laisse enchaîner avec le sixième coureur. Encore un UAE pour toi, décidément. Encore un UAE, donc UAE quand même qui recrute beaucoup de très jeunes coureurs, hein. Alors lui aussi, on en a beaucoup entendu parler en début de saison. On parle de Isaac Del Toro, donc le jeune grimpeur de 21 ans. Il en avait notamment entendu beaucoup parler parce que c'était le récent vainqueur du Tour de l'Avenir, hein. Et il a surtout marqué les esprits pour s'imposer dès sa deuxième course en World Tour, hein. Et en plus, c'était une course World Tour, donc il s'impose sur la deuxième ou troisième étape du Tour de Under. J'ai un petit doute. Ouais, je me Mais souviens donc, plus. euh, Troisième, mais je donc crois. voilà, franchement, il est parti comme une balle. C'était dans les derniers kilomètres, alors que c'était censé être un grimpeur et que là, on était sur une arrivée plutôt plate. Donc voilà, Isaac Del Toro, c'est le grimpeur mexicain de la UAE qu'on commence à connaître. Deuxième. Moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant l'année dernière parce qu'il a souvent eu des rôles un peu pas de pur équipier, mais où il avait un plus gros leader qui était avec lui. Et malgré ça, il faisait quand même son travail pour son leader. Il arrivait quand même à rester bien placé. Il fait par exemple quatrième de Tirreno Adriatico, septième du Tour du Pays Basque, deux courses où, si je ne me trompe pas, il avait Adam Yates avec lui ou Almeida. Donc malgré cela, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Il avait fait aussi, on l'a aussi vu d'ailleurs sur la Vuelta en fin de saison, où il me semble qu'il a eu un petit peu plus de mal sur les dernières semaines, parce que, comme on vient de le dire, il a 21 ans, c'est un jeune coureur, donc quand ça devient long, il a un peu plus de mal. Mais il avait quand même été impressionnant sur les premières semaines. Donc pour moi, c'est un coureur qui peut vraiment gagner énormément en expérience sur les tours d'une semaine et sur les grands tours. Ouais, comme tu as dit, du coup, j'ai juste été vérifier, c'est bien la deuxième étape et pas la troisième, je disais une bêtise. Et sur Tirreno, c'était Ayuso, mais comme tu as dit, il avait fait quatrième juste derrière Hindley, hein, pas très loin, à une trentaine de secondes. Donc c'était très impressionnant et surtout, enfin, il a montré un profil assez particulier, comme tu as dit, très solide. Même sur la Volta, il a quand même fait du bon boulot et avec une bonne pointe de vitesse aussi. Donc, voilà. S'il arrive à prendre un peu de caisse pour jouer sur 3 semaines, ça pourrait être un très gros coureur du peloton. Et moi, j'enchaîne avec un autre Français. Décidément, toi, tu fais les UAE, moi je fais les Français, on se coordonne pas mal. Il s'agit de Lenny Martinez. Alors, Lenny Martinez, vous l'attendiez peut-être plus haut, mais quelque part, c'est quelqu'un qui a déjà un peu confirmé la saison dernière. Donc, voilà, par rapport au thème de la vidéo, il ne mérite pas d'être premier coureur qui doit confirmer. Il nous a quand même fait déjà 2 saisons où il a montré que c'était un coureur important du peloton, mais il a été transféré, il change complètement d'environnement. On sait que la FDJ, c'est quand même un peu un environnement un peu familial, un peu cool entre Français. Là, il part chez Bahreïn, qui est un environnement totalement différent. Alors certes, il va être bien payé, certes, il va être mieux entouré, mais c'est pas simple pour tout le monde de changer d'équipe. Donc là, moi, j'attends quand même de le voir confirmer. Est-ce qu'il peut s'imposer dans une top équipe? C'est la question. Même si Bahreïn, sur le classement général, n'est pas forcément dans le tout haut du panier, mais c'est quand même une grosse équipe du peloton. La saison dernière, il avait 5 victoires.
Il avait notamment fait huitième d'Estrade sur les courses d'un jour, mais même sur les courses par étapes, il avait été très solide en début de saison. Et après, on avait vu qu'avec les histoires de contrats, etc., ça s'était complètement perdu, sa planif, c'était un peu n'importe quoi. Du coup, la deuxième partie de saison est un peu achetée à la poubelle, honnêtement, notamment avec un Tour de France où il est dans les chaussettes, quoi. Mais du coup, bah, est-ce que cette saison, il peut enfin, faire un grand tour avec 3 semaines au niveau, puisqu'il avait fait une Volta 2023 où il avait été très bon pendant 2 semaines, et puis la troisième semaine, c'était compliqué. Est-ce qu'il peut réussir à faire les 3 semaines correctement? Et puis, est-ce qu'il peut gagner en World Tour? C'est les deux questions qu'on se pose. Et en tout cas, c'est bien sûr un des coureurs qu'on suivra le plus, surtout en tant que GOAT à la française. Parce que bon, on est là pour les Français avant tout, quand même. Je te laisse enchaîner avec. Ouais, non, tu sais quoi, Donc, j'enchaîne, comme ça on va tu pourras enchaîner parler avec, un peu d'un Français. Parce que sinon, c'est moi qui fais tous les Français et c'est pas drôle. Donc, allez. le quatrième, c'est Florian Lipovic, qui a fait une énorme Vuelta la saison dernière, mais pas que. On l'avait vu très fort sur le Giro. Enfin, parfois, il a même paru plus fort que Roglic, hein. Sur la Vuelta, il y a des étapes où on voit Roglic laisser des écarts avec Lipovic, c'est ce qui faisait un peu peur. Prend le maillot blanc en plus, il me semble. Donc voilà, il fait septième du général. C'est une fin de saison extraordinaire, avec en plus un Tour de Romandie aussi. Je le vois sur le visu, où il avait été plus qu'impressionnant. Donc vraiment une deuxième partie de saison qui était super, après un Giro où il avait déjà montré des bonnes qualités. Est-ce que c'est la relève de Roglic? C'est la question que nous a posée Hippo. Je ne sais pas si Roglic a besoin d'une relève dès cette saison. Je pense que c'est un peu tôt. Mais pour la suite, je pense qu'il peut se faire une place. Il y a beaucoup de leaders chez Bora, mais il n'y en a pas non plus qui me paraissent tellement au-dessus du lot. Quand on voit la saison dernière de Hindley, euh, quand on regarde la saison, finalement, est-ce que Lipovic, c'est pas le deuxième meilleur coureur de Bora en montagne? Ça joue avec Felipe Martinez, ça joue avec Vlasov. Alors, bon, voilà, j'exagère peut-être un peu, mais est-ce que cette saison, il peut vraiment passer le cap et être au-dessus de ces deux-là, ou au moins refaire aussi bien que la saison dernière? Bah, c'est ce qu'on va regarder. Et, euh, et l'Allemagne attend quand même un coureur de grand tour, donc ce sera peut-être Florian Lipovitz. Donc, bah, j'enchaîne directement. Donc, on rentre sur le podium de notre classement. Et donc, ce coup-là, c'est moi qui va parler d'un Français. On va parler de Paul Magnier. Donc, pareil, là, on a entendu beaucoup parler sur le début de la saison 2025. Donc, Paul Magnier, qui l'année dernière faisait sa première saison en World Tour avec la Quick Step, qui d'ailleurs, je trouve que c'est un coureur qui a un profil assez intéressant. C'est un coureur qui a l'air donc on peut voir en cette début de saison, bien se débrouiller sur les pavés. Il passe relativement bien les bosses, très rapide au sprint. Donc voilà, moi c'est un coureur, je pense, qui pourrait gagner beaucoup de fois. Et d'ailleurs, pour sa première saison au World Tour en 2024, il l'a montré, parce qu'il remporte quand même 5 victoires, hein, avec 3 étapes du Tour de Grande-Bretagne. Et il aura également aussi fait le Giro Next Gen, donc avec l'équipe Espoir, hein, où il aura été meilleur sprinter. Il me semble qu'il remporte une ou deux victoires. Donc voilà, je pense que ce sera un coureur qu'on pourra vraiment suivre. Et d'ailleurs, comme on peut voir, Hippo nous l'a mis sur les visus, est-ce que ce serait pas un nouveau fantastique, Paul Magnier? Alors, personnellement, je pense qu'on ne pourra pas parler directement cette saison d'un nouveau fantastique. Ça me paraît encore un peu tôt. Mais d'ici 1 an ou 2 ans, s'il continue de bien progresser et qu'il continue à s'améliorer sur les classiques, pour moi, ça peut clairement être un coureur qui peut rejoindre les fantastiques parce que c'est pas un simple sprinter, hein, mais il est vraiment complet sur un peu tous les terrains. Donc, je pense que moi, il peut s'imposer en tant que fantastique et vraiment devenir le leader de la Quick Step sur les classiques, si c'est pas déjà le cas même actuellement. Ouais, ils en ont besoin. Et donc, ouais, Paul Magnier, pourquoi on ne le met pas premier, malgré son énorme début de saison là, c'est que avant ses performances de 2025, est-ce qu'on l'aurait mis premier du classement? Je pense pas. Donc là, déjà, on l'a peut-être un peu haussé. Mais voilà, c'est quand même des coureurs qui doivent confirmer en 2025. Donc ce qu'il a fait en 2025, normalement, on le prend pas trop en compte.
Mais il faut dire que son omloop, je sais pas comment vous prononcez, c'était quand même quelque chose. Et voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les sites fantastiques, il se peut que Anto, qui de toute façon on parle de Paul Magnier dans toutes les vidéos, l'ait mentionné. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir parce qu'on a vraiment creusé le sujet en profondeur. Et c'est assez rare qu'on s'intéresse en profondeur à des sujets comme ça. Donc, allez nous montrer que ça vous plaît. Euh, En numéro 2 du coup, on a choisi d'ailleurs de parler de Lennart van Etvelt, le jeune Belge, jeune, ou pas si jeune quand même, 25 ans par rapport à certains dont on a parlé, c'est un peu plus vieux, mais qui a vraiment fait une saison explosion la saison dernière, euh, qui est à 5 victoires, donc ça le met à égalité avec Paul Magnier, Lenny Martinez et le prochain coureur qu'on va parler pour les coureurs qui ont le plus gagné dans ce top 10. Et puis les victoires, c'était pas n'importe lesquelles, puisqu'il y a quand même eu 2 classements généraux sur l'UAE Tour et sur le Tour de Gangji. Donc bah déjà, des mecs qui ont gagné 2 classements généraux de CPE World Tour l'an dernier, bah, il y en a eu 4, il me semble, ou 3. Enfin, en tout cas, enfin, les autres noms, c'est Pogacar, Vingegaard, et puis soit Roglic, soit Remco. Enfin, du très très lourd. Mais bon, après, il a gagné Gangji et l'UAE Tour où il n'y avait pas Pogacar, etc. Donc voilà, faut relativiser, mais c'est pas rien. Quand on voit des coureurs qui n'ont jamais gagné de CPE World Tour, il y en a du beau monde, et lui, il en a déjà gagné 2. Donc ça classe l'homme. Et puis après, bah, la question c'est est-ce qu'il peut réussir en Grand Tour dès cette année? Le début de Vuelta, il était plutôt pas mauvais. Après, il s'est enfin, un peu ratassé au classement général. Il me semble qu'il chute. Enfin, bon, voilà. Et puis la saison dernière, il a quand même eu pas mal de problèmes, hein. Il avait été blessé pendant une bonne partie de la saison. Donc déjà, on lui souhaite cette saison d'éviter les problèmes physiques, même si c'est pas vraiment de son ressort. Mais déjà, s'il peut aller chercher ce qu'il a fait la saison dernière, faire aussi bien cette saison et nous mettre une performance de top 10 de classement général sur un grand tour, c'est sur 3 semaines, ça serait déjà une belle progression, je trouve, une belle confirmation. Et je pense, enfin, moi je suis pas vraiment objectif parce que j'adore ce coureur, mais je pense vraiment qu'il a le niveau pour faire au moins aussi bien que la saison dernière. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, il a vraiment encore de la progression à faire. Et bah, d'ailleurs, il nous l'a montré en ce début de saison. Il a eu quelques problèmes sur l'UAE Tour sur le fin du tour, mais voilà, il a clairement montré qu'il était au niveau encore cette année. Donc oui, pour moi, on va vraiment pouvoir le voir un peu sur tous les terrains cette année et s'améliorer sur les grands tours. Et Et donc, on d'ailleurs, va tout de suite. attends, je Ouais, t'interromps vas-y. juste, mais du coup, avec le départ de Van Gils, qui avait un co-leadership entre les deux, avec Van Gils qui était un peu plus leader sur les Ardennaises, ça ouvre une porte pour Van Eetvelt pour se tester sur ce terrain-là, comme on l'a vu, bah, leader sur l'Estradé où il fait top 10. Il avait déjà l'an dernier beaucoup aidé Van Gils à faire son podium, il s'était un peu sacrifié. Donc c'est un mec qui, sur des courses d'un jour, peut aussi très bien performer. Donc j'ai hâte de voir ça. Et je te laisse du coup enchaîner avec un autre Belge qui truste la première place de notre classement. C'est ça, un Belge donc, qui prend la première place. Et pour moi, d'ailleurs, c'est clairement, je pense, le coureur qui m'a le plus impressionné sur la saison 2024. Donc, on parle de Thibaut Nice. Thibaut Nice, si vous ne le savez pas, c'est un coureur comme Van Aert, comme Van Der Poel, comme Pidcock, qui vient du cyclocross et qui fait partie des meilleurs coureurs du monde du cyclocross. L'année dernière, il gagne une Coupe du Monde et cette année, il fait troisième des championnats du monde. Il est notamment champion d'Europe de cyclocross. Donc, c'est vraiment un coureur qui est très, très à l'aise techniquement. Et bah moi, je dis que l'année dernière, il m'a vraiment impressionné pour une raison assez simple, c'est qu'il faisait sa première année en World Tour au sein de Lidl Trek et il réalise juste une saison énorme puisqu'il remporte 9 victoires. Mais sans parler de 9 victoires, on voit beaucoup de coureurs parfois, c'est leur première saison, ils vont gagner plusieurs fois, c'est impressionnant, ok. Mais Thibaut Nice, dans ses 9 victoires, c'est 5 victoires en World Tour. Donc ok, il y a 3 victoires du Tour de Pologne, c'est peut-être pas la plus grosse course World Tour, hein, mais il y Non, a c'est aussi une, sûr. une victoire sur le Tour de Romandie et une étape du Tour de Suisse. Donc il a gagné un peu de partout. C'est vraiment un coureur qui est à l'aise sur pas mal de terrains. D'ailleurs, il fait aussi cinquième de la Bretagne classique et quatrième
CBBK Pro. Donc voilà, je pense que c'est un coureur qui peut encore vraiment bien progresser. D'ailleurs, Hippo nous a écrit est-ce que c'est le nouveau Pedersen? Alors pour moi, c'est absolument pas un nouveau Pedersen. J'allais un peu à contre-courant avec Hippo. Parce que Pedersen, c'est peut-être pas un coureur de sprint massif non plus, mais il est quand même vraiment très rapide. Alors que Thibaut Nice, pour moi, a une grosse pointe de vitesse, mais je suis pas sûr qu'on le verra faire des sprints massifs. Et pour moi, Thibaut Nice, c'est un peu vraiment il est vraiment un excellent puncher. Pour moi, c'est un meilleur puncher que Pedersen. Pedersen Ouais. c'est un très bon puncher, mais moins sur des côtés très raides comme un Thibaut Nice. Ouais, physiquement, c'est pas le même gabarit hein, qu'un Pedersen. Il est beaucoup plus longiligne, Thibaut Nice, et je pense qu'il est beaucoup plus léger accessoirement qu'un Pedersen, qui est quand même un gabarit de sprinter à la base très costaud. Mais, euh, mais ouais, bon, il nous a mis aussi gagner sur des grosses courses, parce que c'est clair que là où il a gagné, que ce soit Pologne ou Romandie, l'adversité n'était pas la plus grande, malgré que ce soit des courses sur retour. Donc il faut savoir aussi bien planifier son calendrier pour avoir une adversité un peu moindre et pouvoir enchaîner les victoires. Mais, euh, mais c'est clair que là, il a fait un très bon hiver en cyclocross, meilleur que l'hiver précédent où il avait été très bon au début et puis après il avait eu beaucoup de mal. Euh, il s'était surchargé de courses et il avait dit que sa gestion avait été très mauvaise. Cet hiver, on l'a vu tout au long de l'hiver et puis jusqu'au championnat du monde, comme tu l'as dit. Donc vraiment hâte de voir ce qu'il peut donner et de le voir gagner sur je sais pas, peut-être sur un grand tour, hein, peut-être, hein, s'il en fait un. Il a quand même un profil qui peut gagner sur beaucoup de profils, justement. Donc par exemple, je sais pas s'il compte faire un Giro ou une Volta. Euh, bon, c'est pas annoncé en tout cas pour l'instant, mais ce serait des grands tours qui lui offriraient pas mal d'opportunités, surtout la Volta. Donc voilà, j'espère Ouais, j'espère l'y voir. c'est ça. Moi, je dirais, si on voudrait un peu le comparer à d'autres coureurs, hein, alors pareil, c'est pas exactement pareil, mais plutôt de le comparer à un Pedersen, moi je le comparais plus à un Van Der Poel, où Van Der Poel il a plus un côté de punch avec en étant un peu moins rapide en sprint massif. Alors peut-être à la seule différence que Thibaut Nice, il aura peut-être tendance à mieux grimper que Van Der Poel un peu. Mais voilà, moi je Ouais, le ouais. compare un peu plus à un Van Der Poel qu'à un Pedersen. C'est dur de lui trouver une comparaison exacte, mais encore une fois, c'est un coureur dont on a parlé aussi dans la vidéo des Six Fantastiques pour qui est-ce qui pourrait potentiellement les remplacer ou les égaler, même soit dès maintenant, soit dans les saisons à venir. Donc voilà, encore une fois, c'est une vidéo que vous ne deviez pas rater. Donc je sais que toi, tu l'as vue, mais si toi, tu l'as pas vue, Oui, bah, faut aller la voir. Donc voilà. En tout cas, du coup, Thibaut Nice qui remporte la palme du coureur le plus à suivre selon enfin, qui doit le plus confirmer selon les GOAT à la française. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, tout simplement lundi, avec sûrement des débriefs de course. Et si jamais vous nous retrouvez aussi sur Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. C'était les GOAT. Salut!